Bonjour et bienvenue dans cette édition proposée par les étudiants en journalisme à l'IUT de Lannion. Voici nos titres. Un dauphin et 6 requins échoués en une semaine dans le Trégor, c'est inédit. Que se passe-t-il sur nos côtes? Faut-il s'attendre à en voir de plus en plus? Des douleurs intenses pendant les règles, mais pas seulement. Ce jeudi, c'était la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Marina nous racontera son combat contre cette maladie encore méconnue du grand public. Et puis les urgences de Lannion, encore et toujours sous tension, accueil régulé, médecins débordés. Alors quelles conséquences pour les patients? Jean-François Schmitt, délégué syndical CFE-CGC, sera notre invité en fin de journal. On commence ce journal par cette question. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de mammifères marins échoués sur nos côtes? En une semaine, un dauphin et 6 requins ont été retrouvés sur les plages du Trégor. Marine Lecoq et Ozan Merab. Sur les plages trégoroises, découvrir un animal échoué devient presque habituel. Ce dauphin est inerte sur le sable depuis dimanche dernier à Tréduder. 48 heures après sa découverte, le service technique l'emmène faire des examens vétérinaires. Selon les résultats, il est mort de maladie et d'épuisement. Ce n'est pas une première sur cette plage. La semaine dernière, 4 requins ont été retrouvés échoués. On prend de la peau, de la graisse et de la chair. Thierry Amor s'occupe des prélèvements post-mortem sur les cétacés. La première chose qu'on fait, c'est d'empêcher les gens d'approcher, puisque ça peut être vecteur de maladie. Mais pour nous aussi, ça peut être vecteur de maladie. Donc on a un masque, lunettes, gants et cette combinaison. En 2023, dans le Trégor, plus de 20 mammifères marins ont été retrouvés échoués, un chiffre en forte hausse depuis 2016 selon cette association de préservation d'animaux marins. Mais pourquoi une telle augmentation? Les dauphins communs sont beaucoup plus présents sur le plateau continental. Le plateau continental, c'est là où s'exerce l'essentiel de la pêche, ce qui les confronte de plus en plus aux captures accidentelles. Sachant que l'effort de pêche en France n'a pas augmenté, voire il a tendance à diminuer dans certaines zones, que les pratiques des professionnels n'ont pas changé non plus. L'hypothèse numéro 1 serait alors le réchauffement climatique, qui changerait le comportement des animaux marins. Une étude est actuellement menée à l'échelle nationale pour comprendre le phénomène. Une femme emporte en moyenne 10 000 dans sa vie et pourtant, connaître la composition exacte des protections hygiéniques n'est pas toujours simple. Alors à partir de lundi, les fabricants seront obligés d'afficher ces informations plus clairement. Les explications de Romane Denis et Goltas Philippe. Cette boîte de serviettes périodiques affiche fièrement un carton recyclé à 70% et un produit testé par les dermatologues, mais aucune trace de la composition ou des modalités d'utilisation. Plus généralement, sur les paquets de serviettes et de tampons que l'on trouve en supermarché, la composition n'est que partiellement évoquée, les risques liés à un mauvais usage souvent absent, l'emballage difficile à déchiffrer. Par exemple, c'est où ça, la composition? Pas clair. Là, elle est marquée dessus, la composition. Ouais. Je trouve ça étonnant et évidemment inquiétant que ça n'ait pas évolué parce que on sait qu'il faut y faire attention. À partir de ce lundi, ce que vous verrez sur les paquets va changer. La composition, les modes d'utilisation ainsi que les risques devront être obligatoirement indiqués. L'objectif étant de mieux informer sur les bonnes pratiques, pas toujours bien appliquées. Nous, on a eu des témoignages de personnes qui nous disaient je garde mon tampon pendant toute la nuit. Et ça, c'est complètement quelque chose qui est pas bon en fait pour la santé. Il y a plein de personnes qui savent pas trop comment c'est fait et donc comme il y a ce tabou, on va pas trop chercher quoi. Il y a toujours un truc lié au sexe féminin un petit peu obscur. Certains fabricants sont déjà dans les clous. C'est ce qu'affirme cette entreprise qui conçoit des protections vendues en pharmacie. La composition elle est dans ce cadre, il y a la référence, la traçabilité et si on scanne le QR code, on a accès à la notice complète. Et c'est pareil pour les tampons. Une notice qui affiche plusieurs lignes de contre-indication. Rien à voir avec ce que l'on trouve en supermarché. Les fabricants auront jusqu'à la fin de l'année pour se mettre aux normes, sous peine de voir leurs produits retirés de la vente. Nous continuons d'évoquer la santé féminine dans ce journal. Ce jeudi, c'était la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Nous vous proposons d'écouter le témoignage de Marina, diagnostiquée il y a seulement 1 an, après 30 ans à souffrir sans savoir pourquoi. Gwen Renard, Vincent Cottard et Pierre Jagline. Aujourd'hui, ma douleur, elle ressemble à des pics, comme des aiguilles à tricoter, qu'on m'enfonce dans l'entrejambe en fait, et
qu'on tournerait comme ça dans l'abdomen. Donc je m'appelle Marina, j'ai 45 ans, j'ai de l'endométriose. Moi j'ai toujours eu des cycles très douloureux dès mes premiers cycles à l'âge de 11 ans, avec des douleurs d'une intensité qui me faisait perdre connaissance. Ça m'affaiblit tellement dans mon énergie qu'il faut en fait que je calcule tout le temps mes priorités parce que je ne vais pas pouvoir tout faire dans ma journée. Il faut que je fasse des choix. Soit je fais un peu de vélo, soit je vais faire mon ménage. À 13 ans, quand je vais consulter pour la première fois la gynécologue, l'endométriose n'est pas dans les radars. J'ai des douleurs de règles comme beaucoup de jeunes filles. Donc la solution, c'est du Spasson, c'est du Doliprane. Et puis on va essayer la pilule. En plus, tu verras, c'est bien, ça enlève l'acné, quoi. Depuis une dizaine d'années que les médias communiquent plus sur la maladie, et vu mes recherches et vu la coïncidence des symptômes, je lui ai demandé tous les ans quasiment, je dis mais ce ne serait pas l'endométriose? Oh non, ça ne peut pas être ça. Donc on est démunis en fait, même au médecin traitant, je me suis en avoir parlé. Ah oui, peut-être. Oui, c'est la culpabilité. Plus la culpabilité des gens qui vous disent oh mais c'est rien, t'es une femme, toutes les femmes ont leurs règles, il faut avancer, t'écoutes pas. C'est une vie en fait parsemée de manque d'écoute, de reconnaissance qui use et qui abîme tout au long d'une vie d'une femme, quoi. Tout autre chose maintenant, connaissez-vous le vin breton? Non? Eh bien d'ici la fin de l'année, vous en trouverez peut-être quelques bouteilles chez votre caviste. La vigne arrive en Bretagne. Malone Baldos nous explique pourquoi. L'image est rare en Bretagne. Aujourd'hui c'est parti, c'est le jour de la plantation. Les bénévoles de Cave en Folie s'activent à planter 400 pieds de vigne sur près de 1000 mètres carrés prêtés par la municipalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelles. D'ici 3-4 ans, les passionnés espèrent pouvoir réaliser leur première récolte et produire près de 400 bouteilles. Elles ne seront pas vendues, mais partagées entre les bénévoles. On a 2 rouges et 2 blancs. Merlot Corus, Pinot Corse, Fleurtail et Sorelli. Donc là l'idée c'était vraiment ça, c'est de trouver des cépages qui vont pouvoir mûrir ici et surtout qui ne vont pas attraper les maladies comme le mildiou et l'oïdium parce que le climat du Trégor est très très propice à la propagation de ces maladies. Si la vigne arrive en Bretagne, c'est à cause du dérèglement climatique. Il adoucit le climat et permet un raisin plus sucré et donc un vin de meilleure qualité qui peut être commercialisé. C'est ce que nous explique cette enseignante chercheuse. On a les conditions thermiques, du moins dans le bassin de Rennes, qui sont les mêmes que dans le Bordelais sur la période 51-80. Les premières bouteilles bretonnes ont été commercialisées en 2023. Les productions de vin restent minimes, 200 hectares en Bretagne contre près de 25 000 en Bourgogne. Si on en produit, de toute façon, ce sera en Bretagne quelque chose de très limité qui ne va pas remplacer les productions qui sont faites ailleurs en France. Si le dérèglement climatique permet l'arrivée du vin sur le territoire, il va en revanche créer par exemple des épisodes de sécheresse et de chaleur importantes, rendant difficile la pousse de certaines cultures. C'est une tendance qui agace les propriétaires de chiens. Les communes du Trégor sont de plus en plus nombreuses à les interdire sur leurs plages dès l'arrivée des beaux jours. Alors pourquoi la cohabitation entre plagistes et canidés est-elle compliquée? Elisa Cribier et Janice Gallard ont enquêté. Bon, allez, assis-toi. Marc et sa chienne Tina font leur dernière balade sur leur plage préférée avant longtemps. Ce lundi, cette plage sera interdite aux chiens pendant 6 mois et ça ne sera pas la seule. De plus en plus de mairies décident d'interdire les chiens sur le sable. Conséquence, Marc devra faire 30 km en plus par jour. Les seuls endroits qui restaient encore accessibles ont commencé les uns après les autres à poser des horaires d'interdiction. Selon nos calculs, environ 80% des plages du Trégor sont fermées aux animaux une partie de l'année. Un chiffre en constante augmentation. La mairie de Trébeurdin est la dernière à avoir restreint ses plages aux toutous. Pour elle, la présence des chiens sur le sable gêne les plagistes. C'est aussi préserver les publics qui profitent des plaisirs de la plage au regard de ces peut-être déjections canines ou agressions des chiens. En 2023, 5 plages sur 7 étaient fermées aux animaux à Trébeurdin. Cet été, cela pourrait être plus, même si ça n'est pas encore décidé. Des règles de plus en plus strictes qui frôlent l'absurdité. Par exemple, à la plage du Royau, là où je me trouve à Trévoux-Tréguinec, sur le sable mouillé, tout va bien, mais lorsque je me décale sur le sable sec, impossible de s'y promener.
Sinon, je prends le risque de recevoir une amende de minimum 35 €. Le manque de clarté, c'est notamment ce qui met en colère ce collectif de défense de propriétaires de chiens. Eux demandent aux communes de mettre en place des caniplages. Une caniplage, c'est un endroit qui peut être comme ici, délimité, vert pour les chiens, rouge pas pour les chiens. Des discussions ont été engagées avec Lannion-Trégor Communauté pour instaurer des caniplages. Le collectif espère que les choses vont bouger d'ici juin. Retour à Lannion où s'est tenue en début de semaine une manifestation pour le pouvoir d'achat et l'accès aux soins des retraités. Une centaine de personnes a défilé. Au cœur des discussions, la crise de l'hôpital de la ville. Depuis l'été dernier, interdiction d'aller aux urgences sans avoir contacté le SAMU au préalable. Pour en parler, nous recevons Jean-François Schmitt, délégué syndical CFE-CGC à Lannion depuis 15 ans. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les urgences sont régulées toutes les nuits depuis le mois de mars et même parfois en journée. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour la population ? Ça signifie que concrètement, si vous avez un problème, vous devez appeler le 15 au lieu de vous rendre aux urgences. Donc vous allez, au lieu de rencontrer quelqu'un d'humain, vous allez rencontrer en fait une ligne téléphonique. Et donc ça va rallonger les temps de transport parce que vous ne serez pas forcément envoyé sur Lannion. Donc là, il peut y avoir un délai qui peut être long et qui peut déboucher finalement sur un risque supplémentaire pour le patient. Pourtant, la direction de l'hôpital indique que cette régulation ne perturbe quasiment pas ou de façon minime la prise en charge des patients. Partagez-vous cette analyse ? En fait, ça, c'est une vision comptable parce qu'en fait, les gens, ils sont effectivement, il y a peut-être peu de cas qui tombent dans ce cas de figure-là. Mais n'empêche que si vous êtes concerné, que vous êtes vraiment dans une situation urgente et que c'est avéré, même si vous êtes qu'un cas unique, ça peut poser un problème qui peut s'avérer très grave, quoi. Alors selon vous, quelle est la solution pour sortir de cette crise ? Là, il y a eu des propositions de gens, par exemple, qui ont proposé à Guingamp, je vois, de faire venir des médecins cubains. Ça peut être une piste. Alors c'est vrai que c'est pas satisfaisant à long terme, mais si ça peut être une solution palliative, le temps de trouver de former davantage de médecins. Il y a aussi toute la revalorisation de ce métier-là. Et puis aussi le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement il préfère investir dans des gestionnaires qui font de la régulation. Vous avez par exemple les ARS qui sont là que pour essayer de réduire les coûts des hôpitaux, alors qu'en fait, on ferait mieux d'investir sur des médecins qui font réellement le travail et dont on a besoin. Merci Jean-François Schmitt d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition. Très belle journée sur TBO.